Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on vous reçoit encore une fois dans le cadre du projet ClimatSup INSA, qui vise à intégrer les enjeux socio-écologiques dans les formations d'ingénieurs, dans les formations initiales, en partenariat avec le groupe INSA. Et aujourd'hui, nous recevons Nicolas Gourdin et Florian Simatos pour un partage de bonnes pratiques entre écoles d'ingénieurs. Donc pour vous présenter très rapidement et vous compléterez si besoin, Nicolas Gourdin, vous êtes enseignant-chercheur au département aérodynamique, énergétique et propulsion à l'école ISAE Supaéro. Et Florian Simatos, vous êtes enseignant-chercheur en mathématiques appliquées au département d'ingénierie des systèmes complexes, à l'ISAE Supaéro également. Et donc, vous êtes tous les deux membres du groupe de travail Enseignement et recherche sur les questions de transition écologique. Et vous allez nous parler aujourd'hui de votre expérience, celle que vous avez vécue, au travers de la création de divers enseignements en transition écologique, justement, à l'ISAE Supaéro. Et donc, je vous passe la parole sans plus tarder. Et nous aurons donc une session de questions-réponses à la fin de votre intervention en utilisant le bouton Q&R. Merci beaucoup. Super, du coup, bienvenue à toutes et à tous. Merci beaucoup de prendre quelques minutes pour venir nous écouter. Donc en fait, avec Florian, comme Damien l'a précisé, on fait partie d'un groupe de travail qui essaie d'inclure depuis quelques années maintenant, la dimension, on va dire, de la transition écologique, pour faire un petit peu large, dans le cursus de formation à l'ISAE Supaéro. On va aborder plusieurs points au cours de cette discussion. Mais avant de démarrer, je voudrais juste revenir un petit peu très rapidement sur ce que c'est que l'ISAE Supaéro, pour qu'on soit bien sûr de tous parler de la même chose. Alors l'ISAE Supaéro, déjà, c'est une école d'ingénieurs qui est sous tutelle du ministère des Armées. On L'ISAE Supaéro a été créée donc, en 2007 formellement, c'est la fusion entre l'ENSICA et Supaéro, donc 2 écoles qui sont plus anciennes. À ce jour, ça représente à peu près 1 800 étudiants, une centaine d'enseignants-chercheurs. On a principalement 2 directions de formation, qui sont la direction de la formation ingénieur, donc à peu près, je dirais à peu près 900 étudiants, et la direction des formations de master, qui représente, à peu près l'autre moitié, donc à peu près 900 étudiants aussi. L'essentiel de nos étudiants sont recrutés sur le concours MINPON en première année, et on a, pas mal d'admis sur titre en deuxième année qui viennent compléter la promotion. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est à peu près 200 étudiants en première année, environ 300 à partir de la deuxième année pour la formation ingénieur. Pour la formation master, c'est un petit peu plus compliqué parce que donc on a principalement les masters aerospace engineering qui sont environ 100, 120 à peu près par promotion. Et ensuite, on a beaucoup de masters spécialisés qui s'adressent plutôt à des groupes de vingtaine, une trentaine de personnes. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous donner un petit aperçu général de ce que c'est que l'ISAE Supaéro et des différentes formations qu'on y propose. On a également un cursus par apprentissage qui vient de s'ouvrir cette année. Alors, la question en fait de la transition écologique, je dirais que chez nous, elle a commencé à peu près en 2013. Il y a eu 2 événements concomitants en fait qui nous ont beaucoup aidés finalement à faire rentrer cette dimension dans le cursus. La première chose, c'est qu'en fait justement de par la fusion entre l'ENSICA et Supaéro, il a été décidé de refondre le cursus à cette occasion. Donc, le nouveau cursus a démarré en 2015 et ça, c'est vrai que ça a été une chance assez incroyable parce qu'en fait, on a pu justement redéfinir des spécialités qui n'existaient pas avant et qui vont inclure, notamment, on va le voir, cette dimension-là. L'autre point important, c'est en 2013, on commençait des discussions qui sont concrétisées en 2014 avec Airbus, qui a financé un programme de recherche et de formation dans le cadre d'une chaire qui s'appelle CEDAR, pour Chair for Eco-Design of Aircraft. Et ce programme de formation, enfin, ce programme dans la chaire comporte 2 volets. Un volet recherche, dont je vais assez peu parler aujourd'hui, et un volet aussi formation, qui vise justement à former des étudiants sur les enjeux de la transition écologique pour le secteur aéronautique. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 2015, donc on a eu ces 2 choses qui sont arrivées. Dans le nouveau cursus pour les ingénieurs, donc un nouveau domaine de spécialité en troisième année, donc qui s'appelle le domaine énergie, transport, environnement. Ce domaine totalise 140 heures d'enseignement. On y aborde différentes choses. Alors, il y a évidemment une dimension technique qui est assez classique dans les écoles d'ingénieurs. On va notamment parler de la physique du climat. On va parler également de la physique dans le domaine des transports, dans le domaine de la production d'électricité, dans le domaine des réseaux électriques. Donc, comment, en gros, on produit de l'électricité aujourd'hui. Donc là, on n'a pas de parti pris. Tout est abordé, aussi bien l'éolien que le solaire, le nucléaire. Enfin, voilà, un petit peu le gaz.
Et en fait, ce qui a été extrêmement intéressant, c'est que quand on a créé ce domaine, pour être tout à fait transparent, on n'avait pas forcément de compétences au sein du corps enseignant pour intervenir directement. Donc, on a plutôt joué notre rôle en faisant de l'ingénierie pédagogique. Et là, on a fait rentrer plutôt des experts. Alors, le Shift est bien placé pour le savoir, puisqu'en fait, on s'est beaucoup appuyé sur les ressources disponibles au Shift pour démarrer, ou des personnes qui gravitent très près de l'environnement du Shift. On a eu Jacques Trainer, par exemple, pour la partie énergie. On a eu Cédric Rickenbach, qui à l'époque était directeur du Shift, qui est venu pour la partie climat. Alexandre Barré pour la partie plus électrique. Et puis, on a étoffé petit à petit. Aujourd'hui, on a aussi Maxime Effoui qui intervient, justement, qui vient parler du rôle, de sa vision du rôle de l'ingénieur dans la transition. On a Nicolas Raillard également qui vient parler de mobilité. Voilà, donc on s'est appuyé un petit peu sur un réseau d'experts existants pour créer ces 140 heures d'enseignement qui ont un petit peu évolué. Et puis, petit à petit, on a commencé, nous aussi, à y prendre part. Parce qu'aujourd'hui, il y a, je sais pas, je dirais sur ces 140 heures, il y a peut-être une dizaine, une quinzaine d'heures qui sont dispensées par des personnels enseignants de l'ISAE Super-Héros. Et dans le même temps, donc la chaire CEDAR a permis de créer un certificat. Alors, ce certificat, c'est un programme non diplômant qui se réalise à l'issue de la 3e année. C'est-à-dire que nos étudiants, alors et là, ils s'adressent à l'ensemble des étudiants du groupe ISAE. Donc, je reviendrai un petit peu dessus sur ce que c'est que le groupe ISAE, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que ça inclut, outre Super-Héros, des écoles comme l'ANSMA, comme l'ESTACA, l'École de l'Air. Et en fait, tous les étudiants de ce groupe peuvent postuler pour suivre les enseignements du certificat. Le certificat, lui, c'est à peu près 180 heures d'enseignement qui se réalisent au mois d'avril et au mois de mai à l'issue du premier semestre de la 3e année, et donc juste avant que nos étudiants partent en stage de fin d'études. Dans ce certificat, on va revenir sur la dimension, je dirais, un petit peu environnementale, et très vite, on va essayer de décliner ça plus dans le domaine du secteur aérien. En gros, la question sous-jacente, c'est qu'est-ce qu'on peut faire au niveau du secteur aérien pour réduire son empreinte environnementale. Donc, si ça vous intéresse, on pourra en discuter plus largement pendant la session questions-réponses, mais on y fait beaucoup de choses aussi qui ont trait aux enjeux climatiques, évidemment, mais énergétiques aussi. Et puis, c'est quand même avec un focus très technologique quand même. Alors, à partir de 2015, les choses commencent à s'accélérer. Donc, outre le domaine OTE et puis le certificat en ingénierie environnementale, soit dit en passant d'ailleurs, ce certificat a été pendant longtemps coordonné par un des professeurs de l'ISAE Super-Héros qui était Alain Bonnet. Et lorsqu'il est parti à la retraite, c'est Cédric Rickenbach qui a assuré la transition avant qu'il soit repris maintenant par Pierre-Marie Guinéeuc, qui est enseignant chez nous. À partir de 2019, on commence à étoffer l'offre avec de nouveaux électifs. Donc ça, c'est des modules qui sont optionnels, qui sont pour nos étudiants essentiellement de première année. Et notamment, il y a un module qui s'intéresse au rôle de l'ingénieur vis-à-vis de la transition écologique. C'est un petit peu ça la question qu'on s'est posée. C'est une fois qu'on a compris les enjeux climatiques, énergétiques, quel est notre rôle, nous, en tant qu'ingénieurs, vis-à-vis de tout ça. En 2019, on rend également la fresque du climat obligatoire pour tous nos étudiants de première année. C'est-à-dire que les étudiants qui arrivent en première année, la première chose qu'ils font, c'est la fresque du climat. Il y a eu un changement de dimension qui s'est opéré, je dirais, en 2019. Si je dois situer chez nous une année qui est une année charnière, je dirais que c'est celle-là, pour plusieurs raisons. Florian détaillera un petit peu après certaines des conséquences de cette année, notamment ce qui s'est passé après dans le tronc commun. Mais en 2019, on a eu un conseil de perfectionnement. Ce conseil de perfectionnement, son rôle, c'est de faire évoluer le cursus en prenant un petit peu la température et les avis, je dirais, d'un panel un petit peu plus large simplement que le corps enseignant ou les étudiants chez nous. Et donc, ce conseil de perfectionnement, qui est animé par Caroline Bérard, qui est la directrice de la formation ingénieur chez nous, s'est posé deux questions. C'est quel est le rôle de l'ingénieur vis-à-vis de la transition écologique? Concrètement, aujourd'hui, un ingénieur, qu'est-ce qu'il doit savoir en fait? Quels sont les prérequis qui lui sont nécessaires pour aborder cette transition écologique? On a regroupé un panel d'une quarantaine de participants. Alors, pas mal d'industriels, enfin des industriels avec lesquels on est en partenariat. Alors, Altran, Safran, Liber, vous en avez quelques-uns qui sont listés ici, Airbus, Porsche, voilà, une bonne partie de l'écosystème avec lequel on travaille. Des académiques de l'Université de Milan, de l'École Polytechnique ou de l'Université de Louvain.
Et puis les professeurs, évidemment, alors notamment tous ceux qui sont impliqués à des titres variés, mais plutôt dans les responsabilités des domaines et des filières, c'est-à-dire plutôt les enseignements de spécialité en dernière année, et puis des étudiants, donc en particulier les délégués, mais également on avait une association qui s'appelle les Super Hero Foreurs, qui est plutôt un collectif d'étudiants qui sont engagés sur ces questions-là et qu'on a évidemment inclus dans les discussions. À l'issue de tout ça, il y avait un consensus quand même pour dire qu'il était temps de changer de dimension. Et effectivement, maintenant, on ne pouvait plus se contenter simplement d'avoir des programmes optionnels ou des programmes de spécialisation. Il fallait que ça rentre dans le tronc commun. Et donc, c'est ce qui s'est passé. À l'issue de ce conseil de perfectionnement, a été prise la décision de créer un module de tronc commun dont Florian vous détaillera le contenu un petit peu après, justement pour aborder cette dimension. Et donc, à partir de la rentrée 2020, donc c'est la deuxième fois qu'on le joue cette année, se retrouve dans la formation un module qui totalise une vingtaine d'heures, qui traite des enjeux environnementaux. Et puis là, ça s'accélère encore. On voit que là, il y a des choses qui arrivent de partout. On a une activité low-tech également qui s'est structurée, dont Florian va parler un petit peu après, pareil pour les premières années. Donc, il réalise juste à la suite en fait, de la fresque du climat. On a de nouveaux électifs qui sont créés pour ceux qui souhaitent approfondir un petit peu la question, par exemple sur les ordres de grandeur physiques pour un monde en transition. Et puis tout ça, ça se structure autour d'une grande feuille de route qui s'appelle Horizon chez nous. Les réflexions ont démarré donc en 2019 et ont abouti en 2021 donc à cette feuille de route qui s'intéresse finalement à 3 dimensions. Les 3 dimensions, c'est celle-là. Alors, en fait, notre rôle, nous, en tant qu'école d'ingénieurs, évidemment, c'est de former des étudiants, des ingénieurs. Donc, le principal levier pour nous, il se situe là. Néanmoins, on s'est dit que c'était quand même un petit peu beaucoup, enfin même beaucoup plus efficace finalement d'aligner les 3 composantes que sont la formation, la recherche et la vie sur le campus. C'est vrai que ça paraît un peu curieux d'imaginer former nos étudiants au métier de la transition écologique, pour faire un petit peu large, si sur le campus on continue à je sais pas, avoir des plans de déplacement un peu erratiques, si on consomme, enfin, ou qu'on utilise beaucoup trop de plastique ou que sais-je encore. Même si tout ça, on est d'accord qu'au global, c'est pas ce qui va changer la transition écologique du pays, mais néanmoins, il faut que les 3 soient bien alignés. En fait, il faut qu'on soit cohérent finalement dans la dynamique générale qu'il y a sur le campus. Et donc cette feuille de route, elle vise à faire ça, non seulement à assurer un très haut niveau de qualité de la formation vis-à-vis des enjeux, également de faire tout ce qu'il est possible pour que la recherche, si tant est que ça ait du sens, dans certaines situations, soit alignée avec des objectifs compatibles, typiquement avec la feuille de route proposée par les accords de Paris, et qu'on ait une vie sur le campus également qui soit la plus alignée possible finalement avec ces enjeux et qui soit engagée. Et les étudiants ont très favorablement répondu typiquement à ce genre je dirais de cohérence. La feuille de route Horizon, on a identifié quand même qu'il y avait un point qui nous paraissait fondamental, c'est que bon, on a des étudiants qui sont absolument formidables, qui sont déjà très engagés sur ces questions-là, qui sont très assidus aux cours qui traitent de la transition écologique. On a des groupes de professeurs qui sont aussi assez incroyables et il y a vraiment une dynamique de vie sur le campus qui est géniale. Néanmoins, il restait à s'assurer qu'on ait tous au moins à peu près le même constat. Et ça a été une des grandes difficultés, c'est comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que la direction de l'ISAE Super Héros et les directions des autres établissements en fait, du groupe ISAE, finalement, partagent au moins le même constat. Et donc, en fait, ce qu'on a décidé de faire, hein, en accord avec notre direction, c'est de proposer finalement un programme de formation un petit peu accéléré, toujours dans le cadre de cette feuille de route Horizon. Donc, c'est un programme qui a été coordonné par Hugo Munier chez nous. Et donc, on a proposé un programme de formation qui s'est étalé sur, de mémoire, ça devait être 6 conférences en tout. Il doit y avoir 6 conférenciers qui sont listés là et qui sont intervenus en fait sur des créneaux typiques de 20-30 minutes de présentation plus séance de questions-réponses avec les membres de notre COMEX. Donc l'ensemble des écoles du groupe ISAE, elles sont listées là sur la gauche de la slide. Donc ANSMA, SUPMECA, ESTACA, École de l'Air et SUPAERO. Et donc tous les COMEX de ces écoles ont pu participer à ce programme de formation. Donc, on a eu une économiste, hein, Julia Stenberger, qui est venue, Bruno David qui nous a parlé de biodiversité, Jean-Marc Jancovici qui est venu nous parler d'énergie. Je crois que c'est un sujet qu'il affectionne particulièrement. Philippe Biwix, plutôt sur la raréfaction des ressources des métaux en particulier. Valérie Masson-Delmotte pour le climat. Gwenaëlle Podesta qui est venue en fait nous présenter la stratégie nationale bas carbone.
et Étienne Ternoir, qui est intervenu plutôt sur la physique de l'impact du changement, enfin de l'impact de l'aviation sur le changement climatique. Et en parallèle de ça, on a essayé d'encourager une certaine acculturation, on va dire, des personnels de l'ISAE Super Héros. Et donc, typiquement, la fresque du climat, aujourd'hui, est un atelier qui est proposé pour l'ensemble des personnels. Donc, on a eu, je ne sais plus, ça devait être 70 ou 80 personnes, quelque chose comme ça, qui ont participé, enfin, personnels, hein, qui ont participé à une fresque, c'était au mois de juin cette année. Voilà, moi, je vais m'arrêter là pour l'instant et je vais proposer à Florian, si tu es d'accord, Florian, de prendre la suite, notamment sur le module de tronc commun. Oui, bien sûr, merci Nicolas. Donc effectivement, comme l'a dit Nicolas, là, il y a un peu plus d'un an, il y a eu cette décision au niveau de la direction d'introduire les enjeux liés à la transition écologique, les enjeux environnementaux dans le cursus. Et donc, on a créé un cours de tronc commun. Alors, donc, on a réussi à avoir 20 heures. Donc, on a réfléchi à ce qu'on pouvait mettre sur 20 heures de cours. Donc, c'est un cours là qui touche nos deuxième années, afin qu'en fait, ce cours puisse... on a des étudiants qui sont admis sur titre en deuxième année, donc c'est là où on touche le plus d'étudiants. Donc, il y a eu une discussion sur est-ce qu'il valait mieux toucher les étudiants tôt en première année ou les toucher en deuxième année, mais en toucher plus. Donc voilà, la balance a penché vers toucher tout le monde, mais un petit peu plus tard. Et ce qui nous a semblé important, c'est que ce cours sur les enjeux environnementaux est vraiment de deux axes qui sont à peu près présents à même proportion dans le cours. Il y a une première grande partie qui est, je dirais, une partie à laquelle on s'attendrait classiquement dans un cursus ingénieur, où on va parler de l'aspect physique des choses. Nous, on voit ça qu'en fait comme le constat des bouleversements environnementaux en cours. Donc, on leur parle de climat, on leur parle des aspects énergétiques, des ressources en eau et en métaux, on leur parle de la biodiversité. Donc ça, c'est un petit peu l'état du monde. Mais après, on a voulu aller au-delà et quelque part aller sur le terrain des causes de ces bouleversements. Voilà, quand je présente ce cours-là, j'aime bien dire ça, c'est-à-dire que si on se demande pourquoi est-ce qu'on a un réchauffement climatique, la vision un peu physique ingénieur, c'est de dire parce qu'il y a des avions, par exemple, pour nous, qui émettent du CO2. Mais la question qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce qu'on a des avions qui émettent du CO2? Et donc la partie un peu plus SHS, sciences humaines et sociales, la partie socioculturelle, va adresser un peu ça. Donc, selon trois axes, on leur parle d'économie, un cours là sur l'anthropocène, et puis un petit peu sur l'histoire des techniques, et un cours sur les facteurs socioculturels, les organisations sociales, l'imaginaire derrière les bouleversements environnementaux. Donc vraiment, on tenait à ces deux aspects-là, un constat physique et quelque part une partie cause plus orientée histoire, économie et sociologie. Ce qui perturbe d'ailleurs pas mal nos étudiants sur la partie SHS, ils ne sont pas trop habitués à ça, donc il y a quelques réactions parfois un peu surprenantes, mais au bout de quelques temps, ça va, ils s'habituent. Et puis c'est un cours aussi qu'on a essayé de faire le plus participatif possible. Donc il y a des amphis, on apporte des connaissances, et puis il y a aussi pas mal d'ateliers participatifs. Donc on leur fait jouer deux ateliers voilà, où ils sont actifs, un peu d'intelligence collective. Donc, il y a un atelier Ogre qui est sur les ordres de grandeur énergétique, et puis un atelier d'automne qui les met en action et qui cherche à les faire réfléchir sur comment faire pour diminuer leur impact, leur bilan carbone. Et puis après, il y a eu aussi une réflexion entre nous sur comment on fait pour les évaluer sur une partie plus SHS, qui n'est pas trop ce à quoi nos étudiants sont habitués. Et on a décidé de les évaluer sur cette partie-là par un débat. En fait. Donc, le cours se finit par un débat du type debating anglo-saxon, où donc ils ont un sujet qu'ils doivent préparer et puis voilà, débattre de cette question. Et c'est comme ça qu'on essaye de les amener à mobiliser les connaissances qu'ils ont acquises pendant le cours. Donc ça, c'est la partie du tronc commun, du cours de tronc commun de 20 heures qu'on a mis en place. Et après, Nicolas a présenté sur la frise aussi, il y a une autre chose là qu'on a incorporée, c'est une activité low-tech. Si tu veux passer la planche suivante, Nicolas.
Donc ça touche en fait nos étudiants à la rentrée. Donc c'est à peu près 200 étudiants. Donc ils arrivent à la semaine de rentrée, ils font une fresque du climat et puis ils ont cette activité low-tech. Donc c'est sur 1 jour et demi, 3 demi-journées. Voilà, moi ce que j'aime bien dans cette activité low-tech, l'historique en fait, c'est que ça vient remplacer une compétition robotique. Donc avant, nos étudiants, ils avaient une compétition où ils devaient assembler des petits robots Lego là, et puis faire une course où les étudiants ou les robots devaient suivre un chemin et puis arriver à un objectif. Et donc on a décidé de complètement changer ça. Alors peut-être pour vous donner une idée, alors est-ce que ça marche si je partage mon écran? Ah oui, tu peux arrêter ton partage, Nicolas, ou pas? Ouais. Hop. Donc, je vais vous montrer les photos. Les photos, je pense, sera plus parlant que la vidéo. Vous voyez les photos ou pas? Oui, on les voit. Ok, super. Donc voilà, c'est juste pour vous donner un peu une idée de l'ambiance de cette activité low-tech. En fait, on leur donne pas mal de matériel de récup, notamment un vélo. Ils ont un grand bac rempli d'eau qu'on voit là. Et puis, ils ont une pompe. Alors, voilà, le but, c'est de simuler une chute d'eau. Alors, je vous préviens, d'un point de vue énergétique, hein, on est très, très mauvais, mais le but, c'est de les mettre en action dans un contexte un peu différent. Donc, on a cette pompe-là qui fait chuter de l'eau. Et en fait, ils doivent bricoler le vélo pour pour entraîner un alternateur qu'on ne voit pas là. Donc, ils doivent créer une sorte de roue à aube et entraîner l'alternateur et produire de l'électricité. Donc voilà le genre de roue à aube qu'ils ont fait, voilà, typiquement avec des canettes. Donc ça, c'était un modèle de roue à aube. Ça, c'en était un autre. Et puis parfois, ils sont assez surprenants. Il y a eu ce groupe l'année dernière qui a fait une roue à aube, pas du tout à partir de canettes ou autre chose, un truc qu'on n'avait pas du tout attendu. Voilà, ils ont fait carrément des pales en bois. Finalement, ce qu'ils devaient faire, c'est voilà, il y avait 11 groupes, chacun avait une lettre de Isaïe Super-Héros et ils devaient l'allumer. Voilà, donc on avait fait un peu cette cérémonie là, à la fin, là où tout le monde amenait son prototype et puis allumer une lettre de Isaïe Super-Héros, et ils y sont tous arrivés. On peut revenir aux planches, Nicolas. Donc, ce qui est chouette dans cette activité, alors l'activité en elle-même, on peut débattre si c'est du low-tech ou pas, probablement pas, mais en tout cas, ça permet d'aller toucher du doigt d'autres choses, finalement, que ce qu'ils faisaient avant dans la compétition robotique. D'accord, ça permet de toucher du doigt l'éco-conception, de réutiliser du matériau, des choses comme ça. Il y a aussi un aspect collaboratif. Avant, c'était une compétition robotique, et là, c'est devenu une activité. Donc, par exemple, sur ce qu'ils ont à faire, au final, il n'y a pas de compétition. Donc ça nous semblait aussi important au sein des profs, de se dire que finalement, l'esprit ingénieur, compétition fait aussi partie du problème quand on pense à ces enjeux environnementaux. Et donc là, c'était une occasion de dire il faut qu'ils fassent quelque chose ensemble plutôt que d'être en compétition. Voilà. Et puis c'est une activité aussi, point de vue ingénieur, qui est pas mal, ça leur fait toucher à pas mal de choses. En fait, je ne l'ai pas montré, mais il y a une partie électrique aussi, voilà, où ils doivent faire des ponts de diodes, allumer des LED, etc. Il y a une partie vraiment mécanique où ils doivent bricoler du bois, il y a la partie du vélo, il y a la partie... Donc ça les fait toucher à pas mal de trucs. Et puis ça les fait aussi travailler sur l'aspect travail en groupe et aussi qu'ils apprennent à se connaître. Voilà, donc en conclusion, donc c'est voilà, c'est des choses qui sont initiées là depuis quelques années. Hein. Nicolas a dit les premières actions, elles sont remontées à 2015. Une très forte accélération là, ça fait 2-3 ans. Puis qui permet d'embarquer un peu tout le monde, à la fois la direction, les enseignants, le personnel et les étudiants, sur un sujet un peu connexe, mais qui touche à la fois à recherche et enseignement. On a publié récemment un référentiel qui fait l'état de l'art des connaissances scientifiques sur la thématique aviation-climat, dont on va se servir pour nos étudiants aussi. Donc on trouve que cet aspect voilà, objectivation des impacts environnementaux, ça participe aussi à mettre ces sujets sur la table. Ce travail, on va pouvoir le transformer en un nouveau cours aussi sur les impacts climatiques de l'aviation, à la fois pour nos ingénieurs et nos masters. Et je ne sais pas s'il y avait encore une planche. Ah oui. Et donc, ouais, après je te laisserai conclure sur ETE, mais peut-être effectivement montrer que
tout ça, ça s'inscrit dans une dynamique assez large. Nos étudiants ont écrit une tribune c'était il y a un an et demi. C'était quand? Il y a la date là? C'était en juin 2020, ouais, c'était à l'été de l'année dernière. Donc, nos étudiants ont écrit une tribune qui a été publiée dans Le Monde pour voilà, pointer du doigt que la technologie serait peut-être pas suffisante pour atteindre les objectifs de décarbonation du secteur aérien et dire que voilà, d'autres pistes devaient être envisagées, notamment la réflexion sur la croissance du trafic aérien. Donc tout ça s'inscrit vraiment dans une prise de conscience de nos étudiants de ces enjeux-là et aussi un contexte un peu de finalement ce que la techno peut et ses limites. Je laisse conclure Nicolas sur OTE. Il n'y a pas forcément beaucoup plus à dire, hein, mais sur le domaine énergie, transport, environnement, ce qui est quand même assez fabuleux, ce qu'on a vu, c'est qu'au début, les premières questions qu'on pouvait avoir de la part de nos étudiants, c'était bon, super, je vais faire ce domaine de spécialité, mais derrière, qu'est-ce que ça me propose comme carrière? Parce qu'effectivement, il faut voir que ce domaine de spécialité, il est il est en concurrence quelque part avec d'autres domaines qui sont plus historiques à Supaéro, comme par exemple la conception et l'opération des aéronefs. Donc là, on comprend bien conception, opération des aéronefs, qu'on va aller travailler chez Airbus ou Safran, par exemple. Et en fait, ça, on n'avait pas vraiment de réponse au départ, très claire. Puis en fait, on voit que finalement, ils ont trouvé des postes assez facilement. Alors, certains sont en shift aujourd'hui, d'autres se sont fait embaucher chez Carbone 4, ou enfin voilà, ils se sont répartis un petit peu partout dans l'écosystème. Ils amènent leur pierre à l'édifice et puis ils reviennent, ces étudiants qui n'en sont plus maintenant, mais justement participer aux enseignements. Donc ça, c'est plutôt très sympa. C'est pareil, ce qu'on avait au départ, c'était un domaine qui était donc, je dirais, un petit peu périphérique par rapport au domaine historique de l'ISA de Supaéro. Et aujourd'hui, en fait, on a vu la population d'étudiants souhaiter suivre les cours de ce domaine croître de façon assez spectaculaire. Parce qu'on est passé de peut-être 30 étudiants au départ. Alors aujourd'hui, on a limité à 50. Et pour la première fois, cette année, on a dû sélectionner les étudiants. Alors ça nous attriste un peu parce que nous, on aimerait bien qu'il y en ait le maximum qui suivent. Simplement, comme on est sur des méthodes pédagogiques qui sont… on fait beaucoup de travaux de groupe, on est beaucoup dans le débat et beaucoup d'interactions. On essaye de limiter justement le côté trop descendant parfois qu'on peut avoir sur les enseignements. Et en fait, pour l'instant, on ne peut pas en accueillir plus qu'une cinquantaine. Et voilà, donc ça fait partie aussi des évolutions qui vont arriver très prochainement, se poser la question de comment est-ce qu'on peut faire pour en accueillir un peu plus, peut-être sur d'autres formats. Voilà, mais je vais m'arrêter là parce que finalement, ce qui peut être intéressant maintenant, c'est d'ouvrir un espace de discussion avec vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Ouais, merci beaucoup, c'était très intéressant, ça donne envie de repostuler à cette école. En tout cas, sans problème. Peut-être une petite question sur finalement la jeunesse du projet et est-ce que vous auriez un petit retour d'expérience sur la manière dont vous avez embarqué finalement les différentes parties prenantes nécessaires à la réalisation de ce projet-là, donc que ce soit des directions, mais aussi des étudiants ou des enseignants? Alors peut-être que ça peut aussi répondre à… J'ai vu qu'il y avait une question là de Gilles Ebrard sur comment on a trouvé les 20 heures là, du cours de tronc commun. Nicolas, je te laisserai compléter, mais moi, de mon ressenti, c'est qu'il y a quelque chose qui a joué un rôle très important, c'est que notre directrice des études, là, en fait, elle était convaincue et très motivée, quoi. Donc, en fait, ça s'est fait vraiment… la mise en place de tout ça, ça s'est fait, je dirais, assez facilement une fois qu'elle avait pris la décision. Donc, ça s'est vraiment joué là. Et les 20 heures, en fait, ça a pris la place d'un cours d'économie. C'est ça. Donc, il y avait 20 heures d'économie qui ont été déplacées sur une autre semaine. En fait, nos étudiants partaient au ski tous les ans. Et donc, c'est des cours qui ont été déplacés à cet endroit-là. Et donc, ça s'est fait très facilement parce qu'il y avait la volonté de la direction, quoi. C'est pas plus… c'est aussi simple que ça. Et après, embarquer des étudiants, ça, pour le coup, ça a été assez facile, je pense. Les étudiants, là, depuis quelques années, ils sont vraiment très, très sensibilisés à ces questions-là. Donc, le fait de leur offrir des cours comme ça a quand même été perçu de manière très positive. Et par rapport à ça, là, vous avez construit un cours, mais est-ce que vous avez réussi aussi à embarquer des autres enseignants qui ont mis en place ces choses-là dans leur cours pour en parler ou pas du tout? Alors,
il y a une volonté d'essayer, quand c'est possible, de décliner cette dimension-là dans un maximum d'enseignements. Néanmoins, ce n'est pas toujours possible. C'est vrai que si on prend des cours, je ne sais pas moi, tiens, Florian, par exemple, tu es bien placé pour en parler, mais d'un cours de maths, ça reste un cours de maths. On peut trouver des petits exercices pratiques. On le faisait déjà un petit peu et on l'a fait de plus en plus, et c'est trouver plutôt des applications. Par exemple, quand on parle, quand on est en cours de rayonnement, enfin voilà, on fait de la thermique, donc quand on parle de rayonnement, bon, on leur fait faire des petits calculs de coin de table maintenant sur des modèles d'atmosphère en fait, pour calculer justement la température moyenne à la surface de la Terre compte tenu de certaines propriétés de l'atmosphère. Donc c'est un exemple d'application. Mais ceci étant, pour aller vraiment creuser ces sujets-là, on ne peut pas se contenter simplement de petits exercices d'application, il faut quand même quelque chose de structurant. Et ce cours de tronc commun, en fait, c'est ça qui structure tout. Parce qu'on y aborde finalement un petit peu toutes les dimensions. Donc, mon point de vue, c'est que je crois moyennement à la possibilité de décliner cette dimension dans tous les enseignements, mais qu'il faut le faire au contraire dans des enseignements qui sont dédiés. Ça, c'est vraiment, enfin, il faut cette structure, cette colonne vertébrale en fait. Et du coup, juste pour compléter ce que disait Florian, finalement, c'est vrai qu'on a eu une pression assez importante de la part des étudiants qui ont très bien réagi en fait aux différents enseignements, et notamment un des juges de paix, c'est quand on a créé cet électif sur le rôle de l'ingénieur vis-à-vis de la transition écologique. Et ben en fait, ils ont été au rendez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, ces électifs, ils sont limités à peu près à une trentaine de places, et on a eu 60 ou 70 demandes pour une promo de 200. Et donc, en fait, c'est ça qui a fait dire aussi à la direction que là, il y avait vraiment, il y avait vraiment un enjeu. Et donc, effectivement, comme le disait Florian, Caroline Bérard, donc la directrice de la formation, était convaincue de la nécessité aujourd'hui d'avoir quelque chose de structurant dans le tronc commun. Et donc, c'est elle qui a pris la décision d'enlever un cours, concrètement, de 20 heures pour nous faire de la place pour créer ça. Et après, les enseignants qui étaient motivés par cette thématique, on s'est rencontrés quand même petit à petit. Parce que c'est vrai que ça reste une des difficultés. On est organisé de façon très disciplinaire à l'ISA de Super-Héros, comme j'imagine à beaucoup d'endroits. Typiquement, Florian et moi, on est dans 2 départements différents. Florian, tu es là depuis 2015, je crois. Et il a fallu attendre finalement que ces enseignements se créent pour qu'on se rencontre. On pouvait se croiser à la machine à café et se saluer très poliment, mais finalement, on n'avait pas eu tellement l'occasion d'interagir. Moi, j'étais ravi, effectivement, de rencontrer d'autres personnes qui étaient motivées aussi pour bosser là-dessus. Et donc, c'est ça qui est en train de s'agréger petit à petit, c'est qu'il y a de plus en plus d'enseignants qui nous rejoignent. Voilà, on est parti à quelques-uns, et puis là, maintenant, je ne sais pas combien on est, Florian, mais je dirais quand même pas loin d'une dizaine, à peu près. Et justement, à propos de relations entre enseignants, est-ce que vous avez créé ces modules-là avec une volonté de créer vraiment de l'interdisciplinarité pour aller un petit peu plus loin qu'un juxtaposage de modules? Et si oui, comment est-ce que vous avez procédé pour y arriver? Alors, effectivement, l'interdisciplinarité, ça reste quelque chose de très difficile. Donc, comme le mentionnait Florian, en fait, finalement, pour nous, si on prend l'exemple Alors, on va prendre l'exemple le plus évident, c'est celui du tronc commun. Pour nous, l'interdisciplinarité, finalement, elle s'assure au travers des ateliers d'évaluation à la fin du module, donc sur ces ateliers de débat, en fait, où là, ils ont eu quand même des cours un peu disciplinaires, que ce soit des sciences humaines et sociales, que ce soit de la physique. Et donc, à la fin, ce qu'on leur demande, c'est d'agréger tout ça et de pouvoir aborder un problème avec différentes facettes. Est-ce qu'on peut et est-ce qu'on doit? Ça, c'est 2 questions très différentes, en fait. L'une qui fait appel plutôt à de la technique, et puis l'autre, effectivement, à des enjeux sociaux, aux usages. Et donc, ça, c'est un début d'interdisciplinarité, en fait, de transdisciplinarité. L'idée, c'est d'agréger tout ça. Ce n'est pas juste une juxtaposition, en fait, de plusieurs disciplines. Et ce qu'on a fait aussi comme pari, typiquement dans le module qui aborde le rôle de l'ingénieur vis-à-vis de la transition, on a démarré en fait avec des cours sur le climat, donc ça c'est des cours assez classiques, et puis assez vite en fait on a commencé à rendre les étudiants très acteurs en fait en leur proposant des projets sur lesquels ils devaient plancher en agrégeant justement plusieurs composantes. Donc, OK, le climat, on comprend pourquoi, effectivement, il faut le préserver, la notion de commun. Et puis finalement, avec des interventions comme celle de Maxime Elfoui, où on vient parler un petit peu plus du rôle même sociétal, finalement, de l'ingénieur. Enfin, on essaye de revenir aussi un petit peu là-dessus, c'est-à-dire que le rôle de l'ingénieur aujourd'hui, ce n'est pas celui qu'il y avait il y a 50 ans, ce n'est pas celui qu'il y avait il y a 150 ans. Et ça fait partie des choses qu'on essaye de faire passer aussi. Montrer comment le rôle de l'ingénieur a évolué dans les sociétés et quelle a été sa place dans la société. Et donc ça, c'est clairement une forme d'interdisciplinarité, en fait, pour faire ça.
Et après, peut-être pour répondre à cette question d'interdisciplinarité, et puis la question là, de Diane Duval là, dans les questions-réponses. Alors, il y a des aspects, des thématiques sur lesquelles on s'est formé en interne, notamment des cours liés aux ressources et au climat. Par exemple, sur ce cours de 20 heures, on a fait un choix pédagogique qui est d'essayer de donner nous-mêmes le plus de cours possible, donc, quand on s'en sentait compétent. Voilà, moi, je ne suis pas du tout climatologue, mais je fais l'amphi d'une heure sur le climat, parce que j'estimais que j'en savais assez pour faire un amphi d'une heure. Et puis, il y avait une volonté de montrer aux étudiants qu'on peut se former, et même si ce n'est pas notre spécialité, de leur montrer que si même nous, on fait l'effort de le faire finalement, et que donc on table un peu sur une vertu un peu d'exemplarité là-dessus. Après, ça va tant qu'on est sur des cours pas trop longs. Mais par exemple, tout ce qui est l'aspect SHS, qui est quand même très loin de nos domaines de compétences, là, on s'est appuyé sur des intervenants extérieurs. Et j'en profite d'ailleurs pour mentionner que nous, à Toulouse, on s'est fortement appuyé sur un collectif de chercheurs qui s'appelle l'ATECOPOL, l'Atelier d'écologie politique, qui aborde ces questions environnementales de manière très transverse et qui donc a pu vraiment répondre positivement à nos sollicitations pour faire des cours en fait sur l'anthropocène, les aspects socioculturels et économiques. Et ce format d'atelier d'écologie politique en fait se dissémine aussi hors dehors de Toulouse. Donc il y en a dans plusieurs autres villes. Donc je sais que les INSA là, sont un peu répartis en France. Il est probable que là où il y a une INSA, il y a peut-être l'équivalent d'un atelier d'écologie politique aussi. Je crois qu'il faut se sentir légitime, hein, comme le disait Florian. On n'est pas spécialiste de ces questions-là au départ. Effectivement, Florian, tu es prof de maths, moi je suis prof de mécanique des fluides, donc il peut y avoir un lien quand même, mais je pense qu'on a le bagage quand même intellectuel pour arriver à comprendre en fait ces thématiques-là, pour peu qu'on les travaille. Je veux dire, on ne naît pas prof de maths, on ne naît pas prof de mécanique des fluides, on l'est devenu. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé sur ces thématiques. Ça a demandé du travail, hein, très concrètement, hein, faut pas l'éluder, c'est une vraie question, avec des soirées qui sont bien remplies, des week-ends aussi. C'est pas toujours simple, mais aujourd'hui, je crois qu'on a clairement une légitimité pour intervenir sur ces questions-là. Il y a aussi beaucoup d'ateliers qu'on propose, comme des ateliers, je ne sais pas si vous les connaissez, d'automne, donc la fresque du climat, un autre atelier qui aborde les ordres de grandeur de l'énergie qui s'appelle Ogre. Bon, il y a des programmes de formation, hein, pour s'entraîner à animer ces ateliers-là. Et on a pris le temps qu'il fallait aussi pour déjà participer en tant que joueur à ces ateliers, et puis aussi ensuite se former à l'animation de ces ateliers. Et puis, on commence à dérouler la pelote de cette manière-là. Et oui, c'est un peu de travail, ça c'est vrai. Et il faut l'appui aussi de nos responsables hiérarchiques immédiats. Florian, je te laisserai répondre de ton côté, mais en tout cas, en ce qui me concerne, avec d'autres de mes collègues du même département, on avait l'appui de notre supérieur hiérarchique qui nous a laissé du temps pour nous former aussi là-dessus et puis pouvoir dispenser des enseignements. Ouais, merci beaucoup d'avoir traité cette question de la légitimité et de la formation ou de l'auto-formation, parce que c'est vraiment une question récurrente dans l'écosystème de l'enseignement supérieur. Elle est vraiment très importante. Donc, merci de partager votre expérience et votre optimisme. Et je rebondis avec la question de Gilles Évrard sur la manière de savoir un petit peu comment vos étudiants entrent en contact avec les activités de recherche. Et je rajouterai aussi de campus, même si c'est peut-être un peu plus évident, sur la thématique énergie-climat en général. Alors, je ne sais pas si je la comprends bien, cette question. Je pense que c'était la question par rapport au fait que vous montriez le triangle. Vous vouliez implémenter finalement à la fois des évolutions dans la formation, mais également sur le campus et sur la recherche, dans un souci de cohérence. Alors moi, je peux juste partager ce que c'est que mon quotidien. Florian, je ne sais pas si tu voudras compléter, mais ce qui s'est passé, en tout cas dans mon département, c'est que très clairement, on a commencé à réorienter aussi une partie de nos activités de recherche vers des sujets plus climatiques. En fait, historiquement, on a toujours travaillé, nous, beaucoup sur ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Donc, c'était réduire globalement la consommation en carburant des moteurs, améliorer l'aérodynamique. Ça, c'est assez classique. Et en fait, là, depuis maintenant, je dirais 2-3 ans, on a commencé aussi à s'intéresser aux questions de l'impact du changement climatique sur l'aviation.
Donc ça, c'est un premier sujet de recherche, hein. On fait de la recherche concrètement là-dessus, on développe des modèles, des choses comme ça. Et on commence à travailler aussi sur les questions qui sont en suspens, qui concernent l'aviation. Notamment, Florian a mentionné le référentiel aviation-climat qu'on a écrit. Et en fait, une des questions qui nous a pas mal interrogés, c'est finalement l'impact de ce qu'on appelle les effets non CO2, donc tout ce qui n'est pas lié à la combustion finalement du kérosène dans les moteurs, donc les traînées de condensation en particulier. Et donc ça, c'est une thématique évidente sur laquelle je pense qu'on a des choses à apporter. Puis on en a créé un thème de recherche et on a recruté nos premiers doctorants cette année sur ce sujet-là. Et je pense qu'on va continuer de bosser ensemble aussi avec d'autres départements sur ces questions-là. Est-ce que vous impliquez vos étudiants de 1A, 2A, 3A dans vos travaux de recherche ou dans les projets, etc.? Typiquement, les étudiants qui ont pris ces positions de thèse, c'est des étudiants de chez nous, oui. D'accord. Et après, plus largement, au sein de notre cursus, il y a pas mal d'opportunités de stages ou projets divers. On propose des sujets en lien avec ça. Donc en deuxième année, ils ont un projet de recherche où on les fait travailler pendant 2 mois. On peut les intégrer sur ces thématiques-là. Nicolas a mentionné le certificat à l'ingénierie. Ils ont un projet à faire aussi où on peut les orienter vers ces thématiques-là. Ils ont un projet de 3e année. Enfin bref, donc les étudiants sont assez demandeurs de travailler sur des projets et des stages sur ces thématiques-là. Alors on n'a pas forcément énormément à proposer. Hein. On n'est pas non plus, tous nos travaux de recherche ne portent pas là-dessus, mais c'est une manière de les intégrer là-dessus. Et un autre exemple, on a effectivement des projets en 3e année qu'on appelle des PIE pour leur petit nom. Et un de nos partenaires, la CR France, qui est venu proposer un projet sur l'impact du changement climatique sur les opérations aériennes d'Air France. Autant dire que c'est un sujet qui a rencontré un succès assez incroyable parce que je crois que ça a été le sujet le plus demandé en fait par nos étudiants. Et du coup, on essaye aussi de flécher en fait avec nos partenaires, qu'ils soient académiques ou industriels, de flécher des projets de ce type-là. En tout cas, d'encourager à mettre des projets de ce type-là. Air France n'a pas spécialement je dirais qu'il découvre aussi un petit peu le sujet et en fait, c'est une bonne façon de démarrer, de venir prendre des étudiants qui sont super motivés, qui commencent à être bien formés sur ces questions-là et puis d'amener aussi un petit quelque chose. Voilà. Et alors, peut-être pour rebondir justement sur la question de Nicolas Freud, là, sur justement le rôle des entreprises. Nous, on essaie de les solliciter pour des projets ou des stages, comme dit Nicolas. Et puis, on essaie aussi de les faire intervenir parfois dans les formations quand ça se justifie. Donc, les entreprises interviennent pas mal dans le certificat à l'ingénierie environnementale pour venir un peu donner le point de vue des étudiants, enfin des industriels. Et c'est aussi intéressant pour voir à quel point nos étudiants ont développé un esprit critique, on va dire. Et justement, par rapport à ça, comment ils sont vos étudiants? Parce que les nôtres, on les sent un peu, on va dire, perplexes. Ils pensent que les entreprises font beaucoup de greenwashing. Est-ce qu'ils sont un peu dans ce sentiment-là, vos étudiants aussi là? En partie, oui. J'ai des exemples très concrets sur le certificat ingénierie environnementale. 2 exemples là où, après avoir discuté les étudiants, on comprend bien que ça accroche pas, quoi. C'est-à-dire quand Airbus vient leur parler de l'avion 0 émission, ça les a un peu titillés, nos étudiants. Je pense à raison. Et puis il y avait un projet là où quelqu'un est venu leur parler en fait d'un avion à décollage vertical en fond des drones en ville, enfin pour faire Et les étudiants se sont dit mais de quoi on nous parle là? Ils avaient un réflexe critique sur l'aspect quid de l'aspect énergétique, etc. Donc, certains en tout cas recevaient ça de manière critique, ce qui est plutôt rassurant. Et voilà. Et après, par contre, mais on a beaucoup d'étudiants aussi qui vont dans des boîtes industrielles et qui croient au message. Certaines boîtes, leur message est plutôt bien perçu. On a une boîte, par exemple, en région toulousaine qui améliore l'opération des vols, mais je pense qu'il est assez honnête sur sa communication, qui dit voilà, nous, on améliore de quelques pourcents. Voilà. C'est pas ça qui va changer la face du monde, mais vaut mieux faire ça que peut-être qu'autre chose. Donc, voilà, il y a des boîtes qui communiquent plus ou moins bien, j'irais, et c'est plus ou moins bien perçu. Moi, je trouve que nos étudiants arrivent à avoir du recul là-dessus. En tout cas, on ne cherche ni à les encourager, ni à les décourager, évidemment, d'aller travailler dans les grands groupes industriels.
Ça, on essaye d'être le plus neutre possible. Néanmoins, comme disait Florian, effectivement, on ne peut pas à la fois leur dispenser des enseignements de ce type-là et s'attendre à ce qu'ils ne soient pas un petit peu plus critiques et qui viennent nous challenger un petit peu tous collectivement, les industriels compris, sur certaines technos ou certains usages. Donc, il faut s'attendre à ça, il faut être prêt à le traiter. Ça donne des discussions, je trouve, qui sont fort passionnantes, ma foi. Si je reviens un peu sur le cours de tronc commun, vous avez dit que la partie SHS, vous traitez via les débats. Donc, vous avez quand même 200 étudiants, je crois, ou 300 même. Donc, comment vous organisez ça? Donc, ça fait beaucoup de monde. Donc, voilà, techniquement, voilà, comment vous organisez ça? Et après, comment vous évaluez les compétences via ces débats-là? Si vous pouvez en dire 2 mots, s'il vous plaît. Ouais, alors ils sont répartis en groupes, nos étudiants. Donc, c'est des groupes de 20. Donc, effectivement, il va y avoir 11 groupes. Pardon? C'est des gros groupes, d'accord. Ouais, ils sont 11. Et voilà, nous, à l'école, on a des profs d'anglais là, qui sont pas mal impliqués dans les activités de debating et qui donc ont apporté cette manière de faire. Et donc, en fait, les étudiants, ils ont plusieurs rôles. Il y a le gouvernement, il y a 5 étudiants dans le gouvernement, donc qui doivent défendre une motion. Il y a 5 étudiants dans l'opposition qui doivent apporter des arguments contre. Il y a 5 étudiants qui forment le jury. Donc en fait, voilà, il y a 15 étudiants sur la vingtaine du groupe, 20, on va dire 25 du groupe, qui ont un rôle bien défini et qui doivent préparer en avance quelque chose. Donc, soit préparer des arguments pour, contre, ou le jury doit essayer d'anticiper un peu les différents arguments pour pouvoir évaluer la pertinence des arguments pour et contre. Donc ces étudiants-là font du travail en avance. Et les autres, en fait, et c'est là-dessus qu'ils sont évalués, et les autres doivent faire une restitution du débat et aussi apporter un positionnement personnel sur le débat qui a eu lieu. Donc en fait, ils sont évalués de manière différente suivant le rôle qu'ils jouent dans le débat. On essaie d'évaluer la pertinence des arguments. Ce n'est pas tout à fait du fact-checking hein, quand même, hein, mais c'est plutôt effectivement sur la pertinence et la qualité des arguments avancés dans un sens ou dans l'autre. Et la capacité à aller mobiliser les différents aspects du cours, voilà, ressources, biodiversité, anthropocène, économie. Alors voilà, les trucs SHS sont pas toujours, enfin, ouais, c'est pas toujours possible de mobiliser tout sur tous les sujets, mais on est attentif à ça, que ce soit pas juste voilà des trucs très généraux de culture générale, mais qui s'appuient quand même sur le cours. D'accord. Vous avez parlé plusieurs fois du certificat là, d'ingénierie environnementale. Vous pouvez en dire 2 mots sur le programme, s'il vous plaît? Oui. Alors, en gros, donc c'est 180 heures d'enseignement donc qui se déroulent sur les mois d'avril et mai, à peu près 180 heures. Donc, en fait, ça reprend au début toute une partie qui est plutôt constat, en fait. Où on va parler justement aussi de la dimension climat, l'impact de l'aviation sur le climat. Une dimension un petit peu énergétique également, donc qui est un petit peu redondante avec le domaine énergie, transport, environnement. Encore que, finalement, je dirais que ça recouvre peut-être 5 à 10 heures, mais pas plus. Et après, on va les former aussi à tout ce qui est bilan carbone, tout ce qui est analyse de cycle de vie. Donc ça, c'est des outils effectivement plutôt d'ingénierie qui nous paraissent aujourd'hui absolument nécessaires de maîtriser quand on fait une formation de ce type-là. Ils vont avoir aussi, alors là, c'est vrai, beaucoup d'industriels qui vont venir leur expliquer d'un point de vue technologique qu'est-ce qu'il est possible de faire sur la motorisation, jusqu'où on peut aller, pourquoi est-ce que certaines pistes qui semblent finalement très alléchantes quand on les regarde dans la presse, finalement se révèlent des impasses. Là, pour le coup, c'est plutôt des intervenants qui sont très sensibles aussi à ces questions-là, et donc qui sont bien formés, je dirais, sur les enjeux de la transition écologique. Mais c'est des industriels, donc c'est Safran, Airbus, évidemment, plus d'autres personnes autour. Donc, cette partie un petit peu technologie, elle représente, je dirais, à peu près un tiers du programme. Et il y a toute une dernière partie où on va regarder un petit peu comment s'intègre l'avion dans un système un peu plus large. On va parler aussi des aéroports, des flux, de la gestion des flux sur les aéroports. Donc, on essaye d'ouvrir aussi un petit peu, même à des responsables de type, ce qu'on appelle les responsables RSE des aéroports ou de certaines compagnies aériennes qui viennent aussi expliquer un petit peu ce que c'est que leur métier, les difficultés auxquelles ils font face, parce que souvent, c'est des gens qui sont convaincus de la nécessité de faire bouger les lignes, mais qui ont parfois
du mal à activer les bons leviers ou qui n'ont pas toujours les moyens dont ils aimeraient disposer effectivement pour y parvenir. Voilà, donc en gros, le certificat, c'est un petit peu tout ça. Donc, je dirais à peu près un tiers sur les enjeux climat-énergie, un tiers sur la partie technologie, et puis un tiers qui regroupe plutôt un périmètre un peu plus large, et avec une recherche aussi documentaire, puisqu'à la fin, ce certificat est évalué, enfin, pas vraiment une évaluation parce que ce n'est pas diplômant, mais ça donne lieu à ce qu'on appelle un grand oral. Et au cours de ce grand oral, ils travaillent en groupe et ils doivent mobiliser l'ensemble des connaissances pour traiter des questions comme quels sont les impacts du changement climatique sur l'aviation, quelle est la place de l'hydrogène pour se substituer au kérosène, voilà, ou quelle est la place finalement de l'efficacité énergétique vis-à-vis de la décarbonation. Un petit peu des grands sujets comme ça qui mobilisent finalement au moins une grande partie des connaissances qu'ils auront vues pendant le certificat. Une question un peu à part, mais bon, qui est quand même liée à ça. Dans les écoles d'ingénieurs, on oblige nos étudiants à partir à l'étranger en mobilité. Est-ce que ça, vous l'abordez? Est-ce que ça, nous, on commence à avoir des étudiants qui disent mais c'est contradictoire avec tout ce qu'on leur enseigne sur la partie transition écologique. Est-ce que vous avez ce type de réaction et ce type de réflexion chez vous aussi? Est-ce qu'on a droit à des jokers? Tu as le droit des jokers, Nicolas, pas de souci. Moi, j'ai jamais eu, en tout cas, ce genre de discussion avec nos étudiants. Mais par contre, il y a ces réflexions-là. L'Institut vient de faire son bilan carbone et donc, clairement, la question des mobilités est sur la table, quoi. Oui, il commence à y avoir des débats. Globalement, ça pose aussi la question de la contradiction ou la cohérence du programme au complet sur toutes les années de la formation. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore des enseignements ou des sujets qui entrent en contradiction avec ce que vous pouvez enseigner dans ces modules-là? Est-ce que vous avez réussi à gérer cette besoin de cohérence? Ça, c'est une problématique qui est souvent soulevée par les étudiants. Le joker est passé. Deuxième joker. Et, on construit des avions, hein, quand même. Ouais, oui, non, évidemment, il n'y a pas une cohérence totale. Évidemment, on va être honnête, hein, il n'y a pas une cohérence totale. Et d'ailleurs, certains étudiants ont pu parfois, je pense à notamment quelques-uns qui sont particulièrement engagés, qui ont pu aller faire des choses aussi très engagées hors les murs de l'ISAE Super Héros, et quand ils reviennent, ils ont l'impression de retourner au monde d'après, enfin au monde d'avant, pardon, excusez-moi, c'est un lapsus. Oui, on n'est pas encore cohérent partout. Il faut un peu de temps quand même, hein. Et moi, j'en veux à personne, effectivement, de ne pas aller plus vite. Je pense qu'on a déjà fait un boulot assez incroyable en l'espace de quelques années que, personnellement, je n'aurais jamais imaginé il y a encore ne serait-ce que 5 ou 6 ans. Et ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a eu quelques réticences, pour être tout à fait transparent, hein, il y a eu quelques réticences dans le corps enseignant chez certaines personnes quand on a commencé à aborder ces questions-là, où la question s'est posée, est-ce que c'est la place d'une école d'ingénieurs que d'enseigner des questions qui ont trait à la transition écologique? Est-ce que ce n'est pas purement un engagement citoyen, mais qui n'a rien à faire sur les bancs de notre école? Et ben, en fait, ces réticences, elles sont en train de tomber, parce que la plupart des personnes qui ont pu les exprimer aujourd'hui, finalement, se disent que bah, oui, peut-être qu'on est bien dans notre rôle en fait, en faisant ça. Donc, je pense qu'il va falloir encore un tout petit peu de temps, mais on est sur la bonne trajectoire là quand même. Et après, en tout cas. Pour rebondir là-dessus et répondre aussi à Nicolas là, sur le chat, sur les avions, c'était une boutade, hein, je devrais peut-être préciser, on a enregistré, mais ce qu'on envisage, notre objectif notamment dans ce cours de tronc commun, et puis ça répond peut-être aussi à la question de Soumya Genoun là, sur le chat, c'est de leur donner vraiment une vision complète du problème écologique. Et pas trop de leur donner de solutions, quoi. Parce que là-dessus, pour le coup, enfin en tout cas nous on n'a pas trouvé de moyen de leur parler des solutions sans être vraiment partisans. Enfin, je veux dire, il y a deux extrêmes quoi, dans le spectre des solutions. Il y a le technosolutionnisme, hein, pas de problème, la techno va tout résoudre, et puis il y a le retour à la bougie, hein, pour vraiment être très caricatural. Donc bon, où est-ce qu'on se situe là? Voilà, c'était difficile. Enfin, on n'a pas trouvé nous le moyen d'être là-dedans, mais l'objectif du cours est vraiment de leur donner, eux, les connaissances pour faire ça. Et donc, c'est pour ça que dans un cours de 20 heures assez restreint, on n'a pas... on avait envisagé d'aborder les trucs de RSE, enfin les aspects réglementaires là, qui sont mentionnés dans le chat,
mais on a préféré aller vraiment sur leur donner des connaissances, quitte à les secouer un peu. Parce que, effectivement, alors je ne sais pas si c'est le cours de l'Anthropocène, mais je pense que dans l'ensemble, une fois qu'ils sortent des 20 heures de cours, le constat environnemental actuel est très mauvais. Je veux dire, il n'y a aucune raison tu peux dire catastrophique même. Hein. Voilà, il n'y a aucune raison de sortir de là avec le sourire aux lèvres. Hein. Donc, les aspects socio-culturels, économiques, viennent quelque part rajouter une couche. Donc, oui, ils sortent de ce cours assez ébranlés. Le retour qu'on avait eu des étudiants, c'était vous faites ça, maintenant on fait quoi? Et quelque part, nous, on a dit que c'était pas à nous de répondre à ça et que c'était à eux après de voir comment ils allaient le faire et soit considérer que faire des avions continue à avoir du sens, hein, ce qui est une réponse tout à fait acceptable, mais peut-être de le faire un peu différemment, ou peut-être qu'eux vont intégrer ça en se disant je vais aller élever des chefs dans le Larzac. Bon, voilà. Quelque part, c'est peut-être un peu dur, mais en tout cas, on n'a pas trouvé nous de réponse à comment gérer ça. Je pense qu'on n'est même pas convaincu que ce soit à nous de le faire, mais en tout cas, nous, on ressent que c'est notre rôle de leur apporter des connaissances et qu'ils puissent faire un constat lucide et aborder ces questions-là, en tout cas de manière informée. Quoi. Tu dis ils sortent du cours un peu perturbés. Aujourd'hui, vous estimez à combien le pourcentage d'étudiants qui, quand ils arrivent chez vous, ils sont déjà au courant de ces choses-là, et ceux qui découvrent ça ou qui ont des visions très basiques de ces aspects-là? Très sincèrement, aujourd'hui, ils ont quasiment tous une sensibilité quand même sur ces questions-là. Justement, comme le disait Florian, il y a tout le spectre après. Hein, il y en a qui sont encore vraiment très technocentrés et d'autres, au contraire, qui sont assez rapidement négatifs Mais globalement, ils ont quand même tous une sensibilité. D'ailleurs, pour être tout à fait honnête, la fresque du climat aujourd'hui, me paraissait absolument nécessaire il y a 2 ans. J'espère que d'ici 2 ou 3 ans, elle ne le sera plus du tout. Parce qu'ils arrivent quand même avec déjà quelques ébauches de connaissances qui font qu'on gagne quand même pas mal de temps. Donc, voilà, la part est clairement en augmentation, en tout cas. Les étudiants qu'on a aujourd'hui, de mon point de vue, sont extrêmement différents de ceux qu'on avait il y a 5 ans, vis-à-vis de ces questions, on s'entend. Après, effectivement, est-ce que effectivement, notre vocation, c'est de les aider à trouver des chemins de transition? Là, je serais assez prudent, en fait. Moi, j'ai tendance à faire preuve de beaucoup d'humilité. Notre rôle, c'est aussi de dispenser de la connaissance, de partager avec eux ce qu'on a compris de l'état de l'art des connaissances scientifiques sur un certain nombre de sujets. Ça inclut la dimension socio-culturelle, hein, donc ça, de faire venir des enseignants dont c'est le métier ou des experts dont c'est le métier. Après, je me méfie beaucoup. C'est difficile, en fait, finalement, de leur dire il faudrait faire comme ci ou il faudrait faire comme ça. Ce qu'on peut partager après, nous, c'est des exemples comme nous, ce que nous, on peut faire dans notre quotidien pour ça. Maintenant, je serais assez prudent, en fait, sur le côté solution clé en main. Parce que, en fait, même quand si on prend la formation telle qu'on la concevait il y a encore quelques années, elle n'apportait pas de solution non plus dans un sens ou dans un autre. Le rôle d'une formation, c'est quand même de dispenser de la connaissance, des outils, une formation de base en sciences qui permet d'aller un petit peu appréhender un métier, entre autres. Alors, effectivement, là, je pense qu'on sort un peu de cette vision-là. Moi, je ne suis pas à l'aise avec le fait de donner des solutions. En fait. Je pense qu'on peut les encourager on peut encourager débattre, en fait. Voilà. Ça, débattre, je trouve que c'est un truc qui est extraordinaire. Après, pour rebondir sur 2 aspects là qui ont été discutés, pour rebondir sur ce dernier point-là, nous, en tout cas, on était assez raccord pour dire qu'effectivement, on ne pouvait pas leur donner de solution clé en main. Par contre, on a peut-être quand même une réflexion à mener. Il y a peut-être moyen de pas apporter de solution clé en main, mais de leur d'avoir une partie du cours où ils doivent se projeter dans l'avenir, par exemple, et puis à eux de projeter un imaginaire positif. Voilà. Ça, c'est peut-être des choses à faire, effectivement. C'est peut-être des pistes de réflexion qui peuvent pallier un peu ce problème d'anxiété, de les aider à se projeter de manière positive, sans leur apporter de solution. Mais nous, on n'a pas implémenté ça, on ne sait pas faire. Et puis l'autre point sur les étudiants, là, effectivement, ils sont de plus en plus sensibilisés à ça. Mais moi, il y a quand même quelque chose qui me frappe pas mal, c'est que malgré tout,
enfin, je trouve que les étudiants peuvent avoir l'impression de connaître, genre Ça, là, c'est vrai. ils ont entendu parler, reparler, c'est rebâché, etc. Malgré tout, quand on leur pose des questions précises, et ben, leurs connaissances sont quand même parfois un peu fragiles sur des ordres de grandeur très simples, du genre émissions de CO2 au niveau mondial, des choses comme Ouais. ça, et ben, c'est quand même assez fragile. Et donc, je pense que ces cours-là, où on leur apporte des connaissances, sont vraiment importants. Et puis, il faut aussi arriver à le faire de manière que ce soit reçu, c'est-à-dire qu'ils n'aient pas l'impression qu'on leur répète la même chose, etc., quoi. Mais mon diagnostic, c'est qu'il y a quand même un vrai besoin de leur apporter des connaissances et des chiffres sur ces sujets-là, même si eux ont l'impression d'avoir déjà tout entendu. Je sais pas tout à fait vrai, je pense. Ouais, c'est de conforter leur base scientifique. Ouais. Non, Ouais. mais je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire, hein, Florian. Tout à fait. Et on a parlé plusieurs fois finalement des SHS. Et vous avez mentionné notamment des réactions surprenantes de la part de certains élèves. Est-ce que vous pourriez développer et puis éventuellement aussi nous parler de la réaction de vos collègues au fait d'avoir introduit un petit peu plus de SHS aussi dans ces modules-là? Oui, alors sur la réaction des collègues, moi j'en ai pas trop, je crois. Peut-être Nicolas, tu as des anecdotes, mais sur la réaction des étudiants, je dirais que le plus gros écueil, et c'est ce qu'on dit aux intervenants quand ils viennent, enfin, les étudiants ont l'impression qu'en fait, que quand, je sais pas moi, quand un gars vient leur dire que les modes de vie s'accélèrent et que l'imaginaire de la vitesse est partie intégrante du problème environnemental, bah, ils ont l'impression qu'on vient leur raconter un avis, quoi, qu'ils auraient pu avoir cette discussion-là autour d'une bière dans un bar, quoi. Alors qu'en l'occurrence, bah, c'est un sociologue qui s'appuie sur un corpus de littérature scientifique, etc. Donc en fait, moi, le plus gros écueil, c'est de faire comprendre aux étudiants qu'il y a de la recherche, qu'il y a de la science, voilà, qui est pas du domaine technique et ingénieur, mais que bah, c'est des choses quand même qui sont sérieuses, ces connaissances qu'on leur apporte, elles sont issues de la méthode scientifique, quoi, de débats, d'articles, de confrontations d'opinions, jusqu'à ce qu'il y ait un consensus ou au moins des idées fortes qui émergent. Ça, je dirais que c'est le plus gros point. Voilà, la réaction des étudiants peut être un peu une réaction de rejet ou de se dire, bon, voilà, il y a un gars qui est venu nous donner son opinion, mais elle vaut ce que vaudrait l'opinion de quelqu'un d'autre. Ouais, sur les réactions des collègues, enfin, moi j'en ai eu quand même quelques-unes hein, qui étaient plutôt taquines au départ, hein, mais qui étaient de dire bon, en gros, ça va bien vos discussions de machine à café, mais quand est-ce que vous faites de la science de façon sérieuse? Bon, il y a eu un petit peu ça à traiter quand même. Ça va mieux aujourd'hui, hein, mais il y a eu cette petite phase à passer. Un certain nombre de mes collègues, dans mon département en tout cas, qui avaient du mal à comprendre qu'on puisse prendre autant de temps finalement pour animer ces sujets-là et construire des enseignements, parce que tout ça, c'est vrai que, une fois de plus, hein, ça demandait pas mal de temps. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, c'est bon, c'est réglé. Et après, juste, enfin, je partagerai une anecdote, moi, qui m'a beaucoup marqué, en fait, justement sur le certificat en ingénierie environnementale. On a eu quelques étudiants qui avaient choisi donc, de suivre ce certificat, pas spécialement convaincus au départ, plutôt justement parce que c'est des étudiants très engagés sur ces questions-là, qui disaient: «Bon, de toute façon, qu'est-ce qu'on va apprendre dans ce certificat? Mais bon, j'ai quand même envie d'y aller juste pour découvrir» et qui étaient plutôt, très négatifs en démarrant les enseignements, en disant: «De toute façon, l'aéronautique, bon, la place de la techno, je vois pas trop à quoi ça va servir, on va dans le» enfin, je caricature, mais en gros, on va dans le mur et cetera et puis qui, en sortant de là, se sont dit: «Ah ben voilà, ça m'a redonné envie finalement d'y aller». J'ai compris effectivement où étaient certains leviers, ils ne sont pas tous technologiques, hein, loin s'en faut. Mais j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'amener ma pierre à l'édifice et j'ai envie de rentrer dans ces grandes entreprises aussi pour aider ces entreprises à l'acculturation et amener aussi une dynamique de changement. Et ça, c'est plutôt extrêmement positif parce que nous, moi en tout cas, mon objectif, c'est pas de leur coller le moral dans les chaussettes, hein. Bien au contraire, hein, c'est qu'ils ressortent de là en disant: «OK, on a un souci, on va le traiter et on va faire tout ce qu'il faut pour y arriver». Que ce soit des leviers techno ou d'autres leviers sociologiques. Et évidemment, je pense qu'il faut les deux. Et du coup, qu'ils aient plutôt envie d'y aller et qu'ils soient plutôt positifs. Je pense que c'est important. Mais c'est vrai qu'on passe, enfin, ou pas, je pense malheureusement, à une petite phase de remise en question, normale. Je crois qu'on est tous passés par là. Enfin, je ne sais pas si c'était ton cas, Florian, mais ouais, bah, ça nous touche forcément un petit peu, quoi, à un moment. Nous aussi.
Je crois qu'on a épuisé les questions, non, Daniel? Ouais. Je pense qu'on a fait le tour des questions et je vois qu'il y a déjà eu pas mal de remarques de personnes qui étaient particulièrement satisfaites d'avoir eu cet échange. Donc, je vous remercie beaucoup, Nicolas Gourdin et Florence Simatos, pour vos interventions, pour vos réponses aux questions qui n'étaient pas toujours simples et pour votre franchise. Donc, je rappelle à tout le monde que la vidéo sera disponible sur la plateforme dédiée du Shift Project, former les ingénieurs aux enjeux socio-écologiques, ainsi que la présentation. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, une bonne réflexion, et je vous dis à bientôt pour d'autres auditions.